Bonjour, bonsoir à tous et bonne année. C'est la première émission 2016 et on reçoit un artiste que vous allez forcément écouter au moins une fois dans votre vie si vous suivez de près ou de loin le rap. Près de 20 ans de carrière, plein de succès, des disques d'or et des collaborations mémorables. Merci beaucoup à Rimka d'être là aujourd'hui. Merci à vous pour l'accueil, ça fait plaisir. Normal. En plus on t'avait invité il y a un an, t'étais pas venu. Ouais, c'est vrai. Tu m'avais appelé personnellement. C'est vrai. Non, merci. En plus, on t'avait jamais interviewé, donc on va le faire aujourd'hui. Ok, c'est cool. Donc, je suis pas tout seul, évidemment. Je suis avec Raphaël Dacruz. Salut tout le monde, c'est Lucas. Salut. Passé de bonnes fêtes, Raphaël? Ça va, ouais, trop mangé, comme d'hab. Est-ce que t'as pris une bonne résolution en 2016? Écoutez moins de rap. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Okay. Faire plus de sport. Faire plus de sport, ok. Irim, ça va? Tranquillement, comme d'hab. Ouais, comme d'hab. T'es tout maquillé, t'es beau. T'as une résolution pour 2016? Arrêter le sport. Bon, très bien. Alors, il y aura plein de choses, évidemment, aujourd'hui. On va commencer tout de suite avec une chronique de Raphaël qui va te présenter en 3 mots. Okay. Alors, ton premier mot, Raphaël, pour présenter Rimka. Ah, c'est évident, c'est tonton. Toi t'aimes la house, moi j'aime la funk. Follow les boss, les tontons, les tauliers dans le club. Toi t'aimes les snapbacks, j'aime le breakdance. Alors depuis ses premières apparitions avec le 113, Rimka a toujours donné l'impression d'avoir une voix plus vieille que son âge. C'est vrai. Une espèce de mélange entre la Kaira et le Loubar, entre le parisien des bars à l'ancienne et le zonard des halls d'immeubles. Alors à 37 ans, Abdelkrim, il a roulé sa bosse. Si les années qui passent se lisent sur son visage, tout le monde n'est pas Soprano ou Pharrell, Rimka a l'air d'être l'oncle toujours dans la tendance. La preuve avec sa dernière mixtape Monster. Dans la tendance, mais pas toujours dans la bonne addiction. Surtout si elle implique des parties à FIFA, de la drogue douce et du funk à l'ancienne. Même si Rimka nous engueulera pas trop, si on zappe Earth, Wind & Fire pour du Rich Homie Quan, a priori. Rimka, c'est le tonton cool en fait, mais surtout c'est un tonton du bled. Effectivement. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. Bled, c'est un des moments d'anthologie de l'histoire du rap français, surtout pour une soirée de mars 2000 au Zénith. Cette entrée en 504 breaks chargée sur la scène du Zénith avec APM Okobé, Cut Killer au platine et un DJ Mehdi complètement surexcité dans le public. Alors pourquoi, au-delà de la double victoire du 113 ce soir de mars 2000, cette scène nous a tous marqués? Parce qu'elle respirait l'authenticité. Rimka, c'est un vrai blédard. La rumeur parlait du cuir usé d'une valise. Rimka, lui, a rappé « Je pue l'immigration » comme une vieille cassette de rail ou une vieille Peugeot avec une plaque portugaise. Je l'ai grillé dans le clip de Sol, celle-là. Tonton du bled, c'est pour ça que je l'ai repéré. Tonton du bled, Rachid System dans la tête d'un jeune beurre, I love my bled. Le rap de Rimka, c'est celui qui raconte aussi bien les après-midi au taxiphone et les mandats Western Union que le retour glorieux en Algérie à s'imaginer sur une plage de Floride alors qu'on est sur le sable de la Méditerranée. Une certaine idée du prestige. Tu veux dire du privilège? Parce que les haters avaient repéré la coquille, je crois, l'erreur entre prestige et privilège. Prestige, privilège, j'ai dû avoir les mêmes profs de français au final que les membres de la mafia Quinfri, c'est pas très grave. Du coup, ce sera mes 2 troisièmes mots. Je n'ai pas l'arrogance d'un mec comme Ibra, je suis juste Rimka. Je me suis fait quelques ennemis, ils veulent me fumer, c'est possible. Alors ça, c'est pas tout à fait vrai. À mon avis, Rimka a un peu menti dans Seul. Sérieusement. Rimka, des ennemis, vous connaissez un seul rappeur ou un autre amateur de rap français qui a un jour critiqué sévèrement Rimka ou son groupe? Moi, j'en connais pas beaucoup. Il y en a un, je crois. Qui? On parlera après. Ok, ça marche. Rimka, c'est finalement un des rappeurs qui bénéficie d'une des images les plus positives dans le rap français. Alors, c'est peut-être dû à son côté familial, à l'image des titres de ses 3 premiers albums, L'enfant du pays, Famille nombreuse et Chef de famille. Et on n'aide pas à retaper un hôpital entier avec Valérie Damido dans une semaine pour tout changer avec un peu d'esprit familial et générosité à mon avis. Peut-être est-ce que c'est son esprit communautaire mais festif qui a fait de lui un des parrains du R&B avec sa compilation notamment Maghreb United. Peut-être aussi ce sont ses collaborations avec des artistes extérieurs au rap qui jouent sur cette image. Qui peut se vanter d'avoir travaillé avec Thomas Bangalter, Grand Corps Malade, Benjamin Biolay ou encore Anis? Bref, c'est peut-être un privilège pour lui d'avoir accompli toutes ces choses, mais ça ajoute définitivement à son prestige. Pour citer un autre rappeur d'origine algérienne, SPM, réussir c'est arriver comme un zonard et repartir avec les honneurs. Je veux pas lui porter l'œil, mais ça ferait une belle épitaphe sur sa tombe, au bled évidemment. Bravo, merci beaucoup Raphaël. Merci. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, j'ai bien aimé, c'est un peu drôle. Un peu. Ouais, c'est un peu drôle. J'ai pas lu mon deuxième aussi. Et en même temps, c'est pas évident, parce que résumer 20 ans de carrière ou essayer de surplomber 20 ans de carrière, surnager, ou, tu vois, survoler. Donc il l'a bien fait. Il l'a bien fait, ouais. Justement, tu parles de 20 ans de carrière. Si on remonte 20 ans en arrière, t'as pas commencé tout seul. T'as commencé avec le 113 Clan. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de ses débuts? Genre, comment le groupe s'est formé? Comment le groupe s'est formé? Alors, il s'est pas vraiment formé, en vrai. On était une bande de potes, on faisait la même chose. On rappait tous.
Donc à un moment donné, on traînait tous ensemble. Puis après, les affinités, elles sont plus ou moins faites selon les envies des uns et des autres. C'est comme ça un peu que ça s'est fait. Mais je pense que le gros moteur de tout ça, le point de déclenchement, ça reste Kerry James et DJ Mehdi. Plus même DJ Mehdi, mais par le biais de Kerry James, qui nous a fait rencontrer DJ Mehdi. Et après, c'est là où vraiment tout a démarré, sérieusement. Parce qu'avant, c'est lui qui a rendu les choses un peu plus sérieuses, en fait. Ouais, c'est ça, parce que nous, on était vraiment des jeunes banlieusards, quoi. Ouais. On rappait sous les abribus, on rappait à la salle du quartier, on repartait avec le matos, tu vois le délire. Donc, voilà, c'était un peu ça. Et puis après, il nous a professionnalisé, on va dire. Et puis, c'est devenu notre compositeur aussi, Bien sûr. à 113. Mais t'étais pas que ça, parce que je me souviens d'un morceau sur Famille Nombreuse où tu rappais sur le breakbeat de James Brown, où t'avais plein de samples un peu à l'ancienne, où tu faisais un peu le b-boy en disant aujourd'hui tu parles de Bambata des petits, je crois que c'est une barre de chocolat ou un truc dans le genre, où t'étais quand même un vrai b-boy à l'ancienne, on peut dire quand même. Ouais, je suis un vrai passionné de hip-hop, hein. C'est ça qui m'a animé, qui m'a tenu toutes ces années, hein. Si on n'aime pas ce qu'on fait, c'est difficile, parce que certes j'ai eu une très belle carrière, j'ai eu des gros succès. J'ai une galerie de trophées derrière, comme le Real ou le Barça, etc. On va parler de foot après. On peut le dire, en toute humilité. Mais on a eu aussi des bas, des hauts, des trucs. Donc, si à un moment donné, t'es pas passionné, tu crois pas à ce que tu fais... T'as déjà pensé à arrêter? Jamais. Si, bien sûr. Ouais. Comme plein d'artistes, hein, on se remet en question. Après. Mais les retraites de rappeurs, c'est jamais vrai, parce qu'à chaque fois qu'un mec, un rappeur dit qu'il va prendre sa retraite, il revient toujours 6 mois après. Mais je pense qu'il y a le rap, c'est une maladie. Il y a d'abord le sida, il y a le cancer, et après il y a le rap. C'est quoi le plus grave? Je sais pas, parce que je sais pas si le rap c'est curable. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que tu te souviens du coup de la première fois que t'es allé en studio? La première fois, ouais, je me rappelle, c'était au studio Twin. Et c'est un artiste de chez nous qui s'appelait Rude Lion, paix à son âme, qui avait ramené tous les jeunes du quartier qui pensaient savoir rapper. Et il a pris sa voiture, il nous a tous rentrés dedans. Il y avait la moitié de la mafia qu'un free. Et il nous a ramené là-bas, il a ouvert le micro, il a dit allez, vas-y. C'est une grosse voiture du coup. Ouais, ça fait beaucoup de monde. Hein. Je pense que déjà le quart de la mafia qu'un free, c'est déjà beaucoup de monde. Je te parle de ça, on avait quoi, 14-15 ans. Hein. Vraiment, c'était les premières expériences. Et c'est quelque chose qui nous a grave motivés. C'était qui tes modèles à l'époque, les rappeurs qui t'ont donné justement envie de prendre le micro? Est-ce que c'était les rappeurs proches comme Kerry James ou est-ce que les rappeurs américains de l'époque comme beaucoup de gens? Non, c'est les rappeurs proches de nous, mais c'était plus les anciens. Le vrai mec qui m'a donné envie de rapper, c'est Doudou Masta. Ouais. Que un jour, j'étais au centre de quartier. Il était venu nous faire une démo aux jeunes et tout. Et je devais avoir 12-13 ans, pareil. Et quand je l'ai vu rapper, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Ah ouais? Ouais, vraiment. C'est ouf. Il m'avait vraiment touché. Et c'est de là que j'ai commencé à écrire un peu. Juste pour revenir sur DJ Mehdi, parce que maintenant, il est vraiment reconnu comme un génie de la musique. Est-ce que à l'époque, vous aviez déjà le recul nécessaire pour vous apercevoir que ces compos, ces prods, c'était vraiment un truc unique, ou non, c'était vous étiez trop le nez dedans pour voir on n'avait pas... c'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas des flopées de compositeurs. Donc, en même temps, on faisait avec ce qu'on avait. Et c'était le poteau. Mais c'est au fil du temps qu'on s'est vraiment rendu compte qu'il avait quelque chose de spécial. Et là où il marquait la différence, c'est que dès le début, il était déjà dans la débrouille comme nous. C'est ça qui nous avait plu. Il s'était fabriqué un petit sampler avec des petits composants et tout. Et c'est comme ça qu'il a commencé. C'est vraiment avec un sampler fabriqué avec des potes qu'il avait fait lui-même. Rachid System, quoi. C'est ça. Donc tu vois, ça m'avait tout de suite parlé, ça m'avait tout de suite touché. Et puis après, on allait à Gennevilliers, là-bas, on traversait le Lutte, on allait le voir, passer l'après-midi là-bas, chez lui à Colombes, à Gennevilliers, chez sa famille et tout. Et voilà, c'est là où vraiment les affinités sont créées. Et avec le temps, on s'est vraiment rendu compte qu'il faisait partie des meilleurs. Tu as parlé de la victoire de la musique, Raphaël, dans l'introduction. Effectivement, grand moment dans la carrière d'un artiste, j'imagine. Quel souvenir t'as, toi, de ce moment-là, qui a marqué tous les gens qui étaient devant leur télé ce jour-là? Je pense que tout le monde s'en souvient. Moi, le plus gros souvenir que j'ai de cette soirée-là, c'est
c'est l'après, en fait. C'est comment on a fêté ça. Ouais. On peut avoir des détails ou pas? Ouais, on peut avoir des détails. Hein. Ouais, c'était la première fois de notre vie qu'on rentrait au VIP, donc. Ouais. Je crois que c'était la dernière aussi. Donc, vous êtes blacklisté là-bas. Ça te laisse un peu tu vois, le délire. Et surtout la famille, quoi. Vraiment, à partir de ce moment-là, la famille, Ouais, c'est là où ils prennent au sérieux ce que vous faites, en fait, ouais, à ce moment-là. c'est ça. Ouais. Parce que même quand j'avais ramené mon premier CD avec 113, ni barreaux, ni barrières, ni frontières, tu vois, ça représentait rien pour eux, quoi. Tu vois. Et après, quand on a eu le gros succès, ta mère te voit à la télé, la famille, tout ça, jusqu'au bled, partout, après, voilà, ça devient une fierté. Il y a plein de lives des Victoires de la musique qui sont trouvables, et les vôtres, non. C'est vrai. Pourquoi? C'est parce que vous êtes trop choqués ou... On se pose la même question, et d'ailleurs, chaque fois qu'il y a eu des commémorations, où ils revenaient des rétrospectives sur les gagnants, etc., notre année, elle a complètement disparu. C'est vrai. C'est un truc de ouf. Et il y a aussi une anecdote que je sais pas si je l'ai déjà raconté, mais vraiment à la fin, on a gagné la deuxième victoire, c'était la révélation de l'année. Ouais. Et donc c'était la dernière chanson du plateau et... C'était Jackpot. Non, on avait fait Prince de la Ville. Ah, ok. On avait fait Prince de la Ville. Et on commence le morceau et on voit les gens se lever et se barrer, tu vois. C'est incroyable. C'est du merde, tu vois. Ah ouais, donc vous avez senti, est-ce que quand vous avez un petit peu infiltré la matrice avec les Victoires de la musique et votre grand succès, vous avez senti que vous n'étiez pas toujours les bienvenus ou pas forcément? Même d'ailleurs, il y a toujours dans les anecdotes, avec le temps, j'ai rencontré Benjamin Biolay, qui était là ce jour-là. Ah, il était là, d'accord. Ouais, il était là, il m'a dit que au moment où on arrivait, il y a je sais pas, la prod ou quoi qui sont arrivés, qui criaient dans les couloirs « Cachez tout, fermez les loges, il y a 113 qui arrive !» Tu vois le délire. Et c'est sorti de sa bouche, tu vois le délire. Ok. Alors, vous êtes aussi attaché à une ville, Vitry. On a reçu Rof il y a pas très longtemps, on sentait qu'il était toujours très attaché à cette ville-là. Toi, quel rapport t'as? On a l'impression que c'est une ville qui est super importante pour tous les rappeurs de la Mafia Quin Free, en fait. C'est un peu un village gaulois, Vitry. C'est la ville du hip-hop dans le 9-4, alors qu'il n'y a pas vraiment d'autres villes aussi actives que Vitry, quoi. Et surtout, c'est l'histoire de la ville qui fait ça. Ouais. Little MC, Lionel D, Timide et sans complexe. Tous ces groupes-là, ils ont motivé tous les mecs de notre génération à nous. Donc c'est là où vraiment l'amour du rap il a démarré dans cette ville et tout le monde se sent impliqué. Jusqu'à aujourd'hui, il y a, je sais pas, peut-être 50 rappeurs encore à Vitry, tu vois. Mais je crois que tu avais une question là-dessus. Ouais, c'est qu'il y avait une rumeur qui disait qu'à Vitry, il y avait plus de rappeurs que d'habitants. En tout cas, je sais qu'il y a plus de rappeurs que de flics, ça, c'est sûr. Justement, sur la Mafia Quin Free, il y a aussi quelque chose qui a toujours été très important chez vous, c'est l'identité banlieusarde et aussi africaine que vous avez toujours mis en avant. Il y a beaucoup de rimes, hein, t'en as cité une tout à l'heure, mais j'en ai vu une, moi, c'est le rêve américain, rien à foutre, africain jusqu'au trou de balle. Et effectivement, il y a toujours eu ce côté très français, à votre manière, mais dans votre musique, avec un refus des baggy à l'époque, à la mode des baggy. Par exemple, il y avait aussi le 3/4 cuir. Enfin, il y avait vraiment une identité banlieusarde que vous avez exprimée peut-être plus que n'importe quel autre groupe. Ouais, c'est pas vraiment voulu, c'est une démarche sincère, c'est un truc qu'on a vécu, voilà, moi je viens des quartiers, j'ai toujours venu des quartiers, j'ai grandi à Vitry, dans les quartiers, et c'est ces codes-là qui me parlaient autant que les codes du hip-hop US, parce que j'étais passionné d'hip-hop US, mais la culture des grands frères, elle me touchait aussi. C'est comme ça que on a toujours mélangé, justement, des sonorités funky, des trucs comme ça. C'est pas vraiment ma génération, la génération funk. Mais j'ai été amené par les grands, tu vois. Et tous ces trucs-là, ils s'y retrouvent. Même d'ailleurs, les sonorités orientales et maghrébines, c'est ma vie. Tu vois, en bas du quartier, t'avais un morceau de Buju Banton, et juste après, t'avais un morceau de Cheb Khaled, tu vois, le délire. Donc, tout ça, ça nous a influencé indirectement, quoi. D'ailleurs, t'as fait un morceau avec Cheb Khaled. Ouais, un gros souvenir, un honneur. Ouais, c'est quoi comment ça se passe? Parce que moi, je sais, dans ma famille, genre si j'avais été rappeur et que j'avais fait un morceau avec Cheb Khaled, je pense que ce serait une véritable légende familiale, tu vois. C'est énorme, tu vois. Ouais, c'est ça, c'était un peu ça. Et d'ailleurs, j'étais très gêné au studio. J'ai mis un peu de temps à
à rentrer dans le truc et Ah ouais, c'est une défaut où t'as été impressionné. ouais, vraiment, c'est l'une peut-être des rares fois où j'ai été impressionné de rencontrer un artiste et voilà, après au bout de 3-4 heures, il m'a pris, machin, comme un petit frère et tout, et aujourd'hui c'est comme un tonton. C'est la famille. Ouais. C'est beau. D'ailleurs, c'est marrant de voir que finalement, dans le 113, il y a Rimka avec toute la frange un peu hors R&B et puis du rap un peu avec des sonorités orientales. Et puis de l'autre côté, t'as Mokobe, qui a complètement exploré les sonorités africaines, Afrique de l'Ouest, comparé peut-être au Congo avec Bissona Bisso, par exemple. C'est marrant que de votre groupe, il y ait deux artistes comme ça qui aient vraiment développé ces deux univers-là, quoi. Ouais, mais en fait, la première expérience que j'ai faite avec des morceaux rap, etc., c'était sur Tonton du Bled et c'était vraiment, quand je dis expérience, c'était vraiment une expérience. C'était une réponse à un morceau de AP en plus. Ouais, c'est À la ça, base, Tonton c'est ça, des îles, c'est- Tonton du Bled. Ouais, voilà. Et en fait, on était chez DJ Mehdi comme ça et j'avais ramené quelques vinyles de la maison, quoi, des morceaux et tout. Alors, voilà, je voulais te poser la question. Parce que Bachir, DJ qui travaille avec nous, qui m'a soufflé cette question, mais c'est vrai que tu es co-crédité en tant que producteur sur Tonton du Bled. Ouais. Et donc, lui, là, il s'est toujours posé la question, est-ce que c'est toi, justement, qui a ramené le sample d'Ahmed Wahabi? Ouais, c'est moi. Et ben voilà, Bachir, tu as la réponse. Il est super content, là. Mais donc, ouais, donc c'est vraiment toi qui as ramené le vinyle. Ouais, c'est moi, c'est les disques des parents que j'ai ramenés chez Mehdi. On était là, moi j'étais sur son canapé, tranquille. Et lui, il était en train de scruter les disques, etc. Il a trouvé ça et on est parti là-dessus. Et puis bon, comme c'est moi qui a trouvé la boucle, ben, Mehdi m'a crédité, tu Ouais. vois, mais... Alors que, concrètement, t'as rien fait. Ouais, non, Ah, mais t'as déjà ramené le sample, c'est énorme, c'est déjà une grosse partie si du je fais le boulot. café. Je crois que t'avais une question sur Tonton du Bled, pardon. Oui. Est-ce que t'imagines aujourd'hui, en 2015, qu'il serait possible de faire un morceau comme celui-là? Je veux dire, tu racontes toutes les pérégrinations qu'il y a vraiment à faire tout le voyage avec la voiture penchée comme si elle allait décoller, tu vois. Aujourd'hui, tu sais, il y a tous les vols low cost qui sont développés, c'est plus facile de voyager. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, ce serait possible de faire ce morceau-là pour un Rimka qui aurait 18 ans aujourd'hui et qui C'est possible, ouais. Franchement, c'est possible, mais faudrait changer le nom, faudrait l'appeler Air Algérie, par exemple. Il y a tellement de choses à faire. C'est peut-être même une compile directe, tu vois. C'est une idée, ça. Ah ouais. C'est une bonne idée, hein. Pourquoi pas. T'avais une question? Ouais, Yann non, c'était par rapport au côté oriental, justement. Il y avait eu le morceau et le clip Rabzo sur l'album de la Mafia Café. Et je crois me souvenir qu'il y avait des gens qui avaient rien compris et qui avaient genre limite fait une pétition en mode ouais, c'est du racisme anti-blanc et tout machin. Tu sais, qui avaient pris tous les passages, vous apparaissiez pas. Donc t'avais les trucs retournés, genre la prof qui apprend le rebeu au petit français et tout, qui a dit ouais, regardez et tout, ils veulent coloniser la France, machin. me souviens de ça. Ouais, c'est vrai. Mais d'ailleurs, même souvent dans la carrière de Mafia Quinfri, on a été accusé de ça, quoi, Ouais. de racisme anti-blanc, clairement. Avant Jean-François Copé. Ouais, avant. Comme quoi. Il y avait une c'est un polémique vieux aussi avec problème. les concerts Maghreb United, non? En Ouais, 95. une grosse polémique, ou ouais. un truc dans le genre. Une grosse polémique. D'ailleurs, ils m'ont fait du mal, hein. Je crois que c'est Français de Chousse, un truc comme ça, là. F de souche, ouais, site. Ouais, comme tous les Ouais, sites ouais. d'extrême droite, les jeunes et tout, ils saturaient les mairies d'appels, et de menaces, etc. Donc ils ont réussi à nous faire sauter quelques dates de concerts. Et après, essayer de nous attaquer, tout ça, mais ils ont Au rien final, fait. c'est rien passé, Dès qu'on ouais. a pris des avocats et tout, après ça, ils Ouais. ont disparu, mais ça, franchement, ça nous avait fait... ça m'avait donné une sale image. Sachant que la compilation avait bien marché en plus. Je crois que les disques d'or, hein, Maghreb United. Ouais, disque d'or en indépendant, j'ai tout fait tout seul. J'ai rempli un zénith, j'ai fait une tournée de 60 dates derrière et tout, donc c'était une fierté. Et pour dire que c'est vraiment des cherche-merdes, ils ont été chercher des phrases de Sefiu qui étaient sur le projet, des phrases un peu des artistes qui étaient sur le projet, des phrases un peu tendancieuses par-ci par-là, en faisant un dossier comme ça et en l'envoyant partout, quoi. Tu vois. Ouais. Je voulais quand même qu'on parle un peu du projet Monster Tape, quand même, qu'on a eu la chance d'écouter, nous. Il y a pas mal d'invités. Ouais. Enfin, pas tant que ça, mais il y en a quelques-uns en tout cas qui sont assez notables, notamment Rich Homie Kwan. Ouais. Et d'ailleurs, sur le projet, tu dis je me paye Rich Homie ou Young Thug. Ouais. Beaucoup de nonchalance. Est-ce que c'est vrai pour Young Thug? Ouais, c'est vrai. C'est vrai? Ouais. Il y a un morceau qui existe, qui va se faire peut-être? Non, mais Tu peux le faire, en tout cas. j'aurais pu le faire. J'aurais pu le faire. Après, j'ai choisi. C'est pas la facilité, mais on avait décidé de partir à Atlanta et d'avoir une base solide là-bas. C'est-à-dire, on voulait pas partir à l'aventure comme ça. Et il se trouve que le staff de Rich Homie était beaucoup plus carré, beaucoup plus pro. Ça m'étonne pas bizarrement. Tu vois, les réponses
direct et tout. Donc forcément, je suis parti sur Rich Homie Quan. C'est bien passé? Parce que c'est vrai qu'il y a une légende des rappeurs américains qui parfois snobent un peu les rappeurs français, etc. Comment ça s'est passé, toi? Franchement, moi, j'ai eu plusieurs expériences avec des rappeurs US, tu vois. Et justement, moi aussi, j'entendais ça. Ouais, se la raconte, machin, nan. Bon, il y a quelques fois où c'était plus ou moins vrai. Ouais. Et non. Ben non, mais on a fait Mobb Deep. Ouais. C'est un super L'école du souvenir. crime. L'école du crime avec 113. On s'est retrouvés en studio, ils étaient venus à Paris, tout ça. Prodigy, on m'aurait dit c'était un mec de mon quartier. Par contre, je sais pas, je sais pas ce qu'il avait contre moi. Il voulait pas parler avec moi. Ouais, vraiment. Tu vois, donc ça dépend des expériences que les gens ils ont eues. Et c'est justement pour pas vivre ça, je me suis dit autant y aller et voir vraiment Bien sûr, hein. à qui j'ai affaire et tout. Et c'est ce qui s'est passé. Et franchement, j'ai passé quelques jours mortels quoi là-bas. Qu'est-ce qui t'a marqué justement à Atlanta quand tu y étais? C'est une vraie ville du rap, quoi. Comme à l'époque, quand on allait à New York pour le rap, eh ben, je pense qu'aujourd'hui, les gens peuvent aller à Atlanta pour le rap, quoi. C'est vraiment, ça respire le rap partout, quoi. Et les strip clubs de là-bas, on va dire, c'est les chichas d'ici. Non, mais quoi. ils sont super importants parce que. Non, mais. Non, mais en plus, pour de vrai, c'est vrai que Atlanta, t'es obligé d'aller dans les strip clubs parce que c'est super important pour le Sinon, on rap. te laisse pas partir de la ville. À la douane, t'as pas le tampon. Mais non, mais c'est vrai que c'est super important et t'écoutes même tous les derniers morceaux sont joués là-bas. C'est là où ils testent l'efficacité des morceaux. Moi, c'est là-bas que j'ai découvert Fetty Wap. Je connaissais pas, tu vois. Et puis, on était dans un strip et le son tournait, tout ça. J'étais avec des gars de là-bas. D'ailleurs, c'est d'abord pour ça que t'allais dans les strips. C'est pour les sons. Bien sûr. C'est important de le dire. Je crois que c'est important. Il y a d'autres invités. Il y a La Crime qui est invité sur Morceau Stupéfiant. D'ailleurs, le jour où on enregistre, le clip est sorti hier. Ouais. On avait Rof, encore une fois, il y a pas longtemps. On lui avait posé la question sur l'héritage un peu du 94 par rapport à La Crime. Parce que pour Rof, clairement, La Crime, c'est un rappeur du 94, c'est pas de Marseille. Est-ce que toi, tu le vois comme un héritier aussi de la Mafia qu'un Free, La Crime? Moi, je le vois comme un vrai héritier du 9-4. Franchement, il y a pas à dire dans l'état d'esprit et aussi dans le vécu. C'est un mec qu'on connaît. Hein. Moi, je l'ai croisé plusieurs fois. Il est un petit peu plus jeune que nous, mais et on a beaucoup d'amis en commun. Je sais de quel quartier il vient, avec qui il est. Je connais son histoire. Je connais tout et je le valide. Vraiment, vraiment. Il y a un autre invité, c'est Nekfeu. Ouais. Ça peut étonner les gens qui vous voient comme ça et qui peuvent vous mettre dans des cases différentes. Mais non, parce que 95, il me semble, avait invité Rimka sur scène dans un. D'accord, c'est vrai. Ok. Non, mais de toute façon, on sait qu'ils ont écouté beaucoup de rap français. C'est pas étonnant on sait que Nekfeu a écouté le 113, etc. Mais c'est intéressant comme collaboration, en fait. Comment t'as eu l'occasion de... Est-ce que c'est juste parce qu'il a vendu beaucoup de disques ou c'est... Non, c'est aussi parce qu'il a vendu beaucoup de disques. C'est bien de le dire. Ouais, c'est aussi pour ça. Et puis aussi parce que c'est un vrai kicker. Hein. Bien sûr, c'est rappé, le mec. Hein. C'est vraiment rappé. Et les premières fois où je l'ai rencontré, le mec connaissait mon histoire. Vraiment, il me sortait des couplets de... Ah ouais, mais c'est un vrai passionné. Des couplets enfouis, des trucs et tout. J'ai dit, ça m'avait vraiment touché, tu vois. Et puis après, quand ils m'ont invité sur scène, à l'Olympia, je crois, j'ai accepté. Et puis là, on s'est un peu mieux connus et tout. Et je trouvais ça marrant, justement, parce que c'est vraiment une tête que j'ai fait, Monster. Même si ça paraît quand même un projet qui a avec beaucoup de moyens. C'est une mixtape d'un mec qui a 20 ans de carrière, tu vois le délire. Donc je me suis dit, ça peut être marrant de l'inviter. Justement, tu dis que tu as 20 ans de carrière. Toi, à la fin des années 90, vous avez vraiment connu l'âge d'or en termes de vente, où les albums de rap, mais pas que de rap d'ailleurs, faisaient des chiffres assez hallucinants. Aujourd'hui, c'est différent, même si le rap vend encore. On a vu, l'an dernier, il y a eu beaucoup de succès dans le rap français. Est-ce que c'est compliqué pour toi de savoir que tu as vendu je ne sais combien de milliers de disques à l'époque, que les disques d'or pleuvaient quasiment? Est-ce que tu te poses la question aujourd'hui, est-ce que tu as une appréhension par rapport à ça? Par rapport aux ventes? Parce que surtout à l'époque de la première semaine, où tout le monde va guetter ça. Franchement, non. Ouais. En toute franchise. Il Il y a une petite pression, bien évidemment, mais voilà, c'est pas un disque qui va changer ma carrière, je pense, ou encore moins ma vie. J'ai fait ce que j'avais à faire dans le rap et je pense que je suis dans le temps additionnel. Mais on est encore à 8 minutes et le match ne veut pas finir, donc on continue de jouer, frère. Il y a les prolongues, les pénaux encore à jouer, à tirer, là. Je sais pas, l'arbitre il nous aime bien, donc on continue de faire. Qu'est-ce que tu as fait justement, tout à l'heure on parlait des disques d'or, etc. Qu'est-ce que tu en as fait? Au début, je les accrochais, t'as vu? Et puis après, il y en avait tellement que... Oh là, c'est beau de dire ça. Il n'y avait plus de place, en toute franchise, vraiment. Et après, je les ai enlevés et ils sont dans un coin
dans le garage. Ah, t'es vraiment À côté des pneus. détaché de ça en fait aujourd'hui. Ouais, vraiment. Et d'ailleurs, j'avais une idée pour un clip et après, tout le monde m'a dit non, arrête et tout, c'est pas cool. J'ai fait un gros feu de camp avec les disques d'or. On m'a dit non, c'est pas une bonne idée. T'envoies un message bizarre. Bon, ok, on arrête. Déjà, il me semble que t'avais dit que quand t'étais rentré après les victoires, t'avais mis ta victoire de la musique sur une poubelle. Ouais, c'est vrai, j'étais rentré au quartier. Il était 7h du matin, peut-être. Bah, c'est après la fameuse fête. Ouais, voilà. Et puis j'ai posé la victoire sur la poubelle dans le hall. Puis j'ai roulé un peu tard avant de rentrer à la maison et je regardais comme ça. C'est beau. Franchement, c'est une forte symbolique. C'est clair, ouais, carrément, ouais. Je voulais juste qu'on écoute un morceau assez important, en tout cas devenu mythique, si on peut l'écouter. Des larmes comme lors d'un décès ou après lecture d'une sourate. Gambert, bonhomme, c'est la riette ou le vice. Avec nos albums, on fait chuter le cours du cannabis. On découpe, on découpe. C'est le fameux morceau C'est nous la rue, Ouais. avec toi, évidemment, qu'on vient d'entendre. Il s'appelait Cru ou c'est Ah oui, alors ça, ouais, c'est une vraie question, ouais. Je crois qu'il s'appelait Cru. Hein. D'accord. Parce que, ouais, sur Internet, quand on le trouve, c'est nous la rue, entre parenthèses, cru. Mais bon, voilà. Non, je crois que le vrai. C'est une sale manie que tu as en ce moment. Donc c'est le morceau avec Rof et Booba. Ouais. Morceau créateur de tant d'embrouilles et de tant de mythes dans le rap français. Mais bref, peu importe. Toi, en tout cas, t'as toujours été proche de Rof, en tout cas jusqu'à un certain temps. Et également proche de Booba. Vous avez continué à quasiment tout le temps faire beaucoup de morceaux. Quelle relation vous avez avec Booba? Bah, on a une relation de rappeurs de la même génération. On n'est pas... On se connaît depuis longtemps. Après, on traîne pas ensemble, on fait rien de spécial ensemble, quoi. Les peu de fois où on s'est rencontrés, ou enfin, où on s'est vus, c'était en studio. Malgré- Relation professionnelle quoi. Ouais, relation professionnelle, mais il y a beaucoup de respect parce que il a 20 ans de carrière comme moi. Comme toi, ouais. On s'est connus à l'époque avec Ali, etc., etc. Donc voilà, on a une histoire en commun quand même. Comment tu vois son évolution de carrière? Il s'est bien démerdé quand même. Franchement, C'est un peu ce que tout le monde dit, ouais, je crois. ouais, franchement, il s'en est bien tiré. Il a fait les bons choix. Tout simplement. Mais indépendamment de Booba, en fait, c'est vrai qu'il y a un côté chez toi un peu comme d'autres rappeurs, comme un Driver qu'on avait reçu l'an dernier, mais un peu meilleur copain du rap français. C'est-à-dire que t'as rappé avec de Medine à Sefiu, à Desporuti, jusqu'à Grand Corps Malade, Élysée. Enfin, on a l'impression que, tu peux rapper avec n'importe qui, que tu dis rarement non aussi peut-être aux invitations. Enfin, que t'as toujours. Si l'affinité elle se crée, il n'y a pas de problème. Après, nous, on est des mecs cool, hein. T'as vu, on est des gens ouverts, on est des mecs tranquilles, donc voilà, on s'entend pas avec la quasi-totalité des gens, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, et surtout que la musique, c'est du partage, donc j'arrive à mettre de la musique d'oreille dans mes morceaux, donc tu vois, je peux faire ce que je veux, frère. Mais c'est vrai que ça c'est un truc important, c'est que quasiment sur tous tes albums, il y a ou tes mixtapes, parce que là il y a Mi Amor qui est aussi un peu, il y a toujours un morceau un peu rail ou en tout cas qui fait référence à ça. Ouais, toujours. C'est ma culture. C'est ma culture et puis aussi mon public le demande. Forcément, je les habitue à ça. Donc forcément, ils sont friands de ça et je leur donne. Yerim, ça va? Bah ouais, tranquille. T'es en forme? Ouais. C'est le moment de ta chronique. Ah, ok. Donc la chronique de Yerim, s'il vous plaît. Alors, pour ta première chronique de 2016, de quoi vas-tu nous parler, Yerim? Je vais commencer l'année dans la finesse, le bon goût et bien sûr l'esprit Charlie. Je vais donc te parler du rap de Rebeu, puisque avec Tonton du Bled, notre invité est un peu un des précurseurs de tout ce courant exotique et épicé. Alors, caractéristique importante, c'est des mecs qui n'ont pas envie de se prendre la tête, en général 10 ans, pour trouver un nom de scène qui t'a assumé un blast folklorique. Tu penses à qui? Ah ouais, la liste est longue, je vais essayer de t'en dire une partie, attends. La liste est longue. Ah non, je l'ai déjà dit. Non, vas-y. Kamel l'Ancien, Kamel le Nouveau, Aladin 135, Moal le Vagabond, Al Capote, La Fouine, Canardo, Tunisiano, l'Algérino, Calif Hardcore, Karim Leroy, Rimkus et bien sûr Rimka. Rappelons que ça reste raisonnable par rapport à des artistes 100% rebeux comme Kader Japonais, que tu connais très bien. C'est un poteau. C'est un vrai nom, hein. Ils font vraiment d'argent. J'ai pas inventé. Je sais. Attention. Quels sont les autres avantages des rappeurs rebeux, outre l'appellation? Bah, c'est les seuls à pouvoir dire je connaissais l'autotune avant tout le monde, puisque c'est grâce au rail, tout simplement. Alors ça les a pas empêchés d'attendre que le rap US
s'y mettent pour les pomper, mais c'est de bonne guerre et on reconnaît bien là la malice orientale. Alors, autre précision un peu technique, il suffit pas d'être un rappeur rebeu pour faire du rap de rebeu, ce serait trop simple. C'est quoi? C'est des textes particuliers, des Voilà, instrus? une djellaba, un caissier bien repassé, etc. Alors, il y a aussi la présence de quelques mesures, voire parfois d'un couplet entier en arabe sur certains morceaux. Pas plus. Non, parce qu'au bout de 2 mesures, tu sais, t'as les darons qui leur disent t'as un accent merdique. Donc, Ouais, c'est vrai. Tout a changé quand nos amis moustachus ont commencé à s'emballer, à ramener un chanteur de rail, justement, tous les 4 morceaux. Rappelons que c'est pas parce que 30 pèlerins kiffent un son dans une boîte à Marrakech qu'il faut prendre la confiance. Ce mélange avec le rail, pour l'auditeur innocent, c'est un peu comme se taper une femme fontaine. Au départ, le phénomène est rigolo à observer, et ensuite, ça devient très fatigant et salissant. Raphaël en sait quelque chose. Mais surtout, c'est pas grave. Mais surtout, cette pratique musicale déviante a engendré un monstre. Lequel? Le R&B. Fusion réussie ou cancer de la musique, la question reste posée. DJ Core avait vu juste en comparant ça au reggaeton. Et oui, parce que si les latinos ont fusionné leur rythmique avec le rap américain, bah c'est normal que les arabes aient fait la même chose avec le rap français. Ouais, c'est une sorte d'équivalent. Voilà. Et puis, autre point commun, dans les 2 cas, ça reste insupportable. Et les experts considèrent ça comme un truc contre nature, un peu comme la zoophilie. Ou Ah bah, je peux pas dire ça. Il y a des gens qui aiment bien. On appelle ça des pervers. Vient ensuite la mutation finale qui date de quelques années. Les effets sont en général irréversibles. Je parle bien sûr du rap de chicha. Comme un virus dans un film de zombies, de plus en plus de gens sont contaminés, personne n'est en sécurité et une balle dans la tête reste le meilleur moyen de s'en Non, tu débarrasser. peux pas dire ça, c'est limite là. On voit que t'as pas vu le dernier clip de Zifou. En plus, c'est sorti alors qu'on était en plein état d'urgence, donc j'ai pas compris comment c'était possible, parce que je pensais que ces gens-là étaient surveillés. Quand il s'agit, non, parce que c'est vrai, en vrai, quand il s'agit d'enfermer des gens un peu trop barbus, ou des femmes un peu trop voilées, ou défoncer des mosquées, ou des restos, ou des associations caritatives, la police française ne me déçoit jamais. Mais pour contrer un danger public comme Zifou, il y a plus personne. Donc Manuel Valls, si tu me regardes, et je sais que tu me regardes, sors-toi les doigts du cul et revois ton sens des priorités. Non, tu parles encore de politique, Yves, on avait dit qu'on arrêtait ça. Retour au sujet. Alors le rap de chicha, c'est aussi un monde parallèle démoniaque où des concepts comme le flow, les textes, la modernité sont remplacés par des refrains atroces, du gel dans les cheveux et des instrus d'un autre âge. Donc dans ce monde, LECK où l'artiste sont toujours numéro 1 et DJ Amida, peut-être l'équivalent de Dr. Dre. Bref, pour citer George Bush, le rap de chicha, c'est plus ou moins la pire chose que le peuple arabe ait faite depuis le 11 septembre. Non, il a jamais dit ça, arrête un peu. Il a dit beaucoup de conneries, je me suis dit que ça passerait. Alors, rap de kebab hier, rap de chicha aujourd'hui, rap de hammam demain, on n'est pas à l'abri. Heureusement, il existe des résistants qui pratiquent ce que j'appellerais du rap d'arabe avec attitude. Alors, je parle pas du sous-label Arabe with Attitude de la Crimécor, mais je parle de mon petit chouchou, le téléphone arabe, alias LTA, un rappeur solo. À une époque où les jeunes berbères en quête de réussite sociale ont tendance à ressembler à des napolitains aux coupes toutes plus agressives les unes que les autres, la haine de LTA est d'une pureté cristalline et rafraîchissante. C'est-à-dire, t'as des exemples de lyrics? Oh oui. Alors, il y a le classique, ce que t'appelles exotisme, je l'appelle terrorisme, l'affectueux, les bicots sucent trop depuis le 11 septembre, le compréhensif, le dernier barbu que j'ai vu avait plus de vices que le dealer de ma rue, et mon préféré, l'appel à la tolérance. L'immigration, aimez-la ou sucez-la, ou faites comme vos filles, les deux à la fois. Je commence à comprendre pourquoi tu l'aimes bien. J'adore. Non, parce que c'est vrai, chicha, boîte, meuf, danse du ventre, les chèvres, tout ça, c'est gentil. Mais pour le français moyen, ça reste toujours des motifs de déchéance de nationalité. Alors, vous êtes déjà les ennemis, donc profitez-en, amusez-vous. En plus, ça se voit que ça force, parce qu'il y a qu'à voir quand Sofiane fait une chanson d'amour, on dirait Jawad qui essaie de se justifier. Alors que quand il sort un freestyle sale, là, tu vois qu'il prend vraiment son pied. Donc en conclusion, je citerai une phrase de Despo. Des fois, j'aimerais être rebeu, histoire de faire plus peur que pitié. Parce que c'est vrai, quitte à être du mauvais côté du bâton, autant avoir le rôle du grand méchant du film. Au moins, t'as plus de panache et puis tu gardes ton froc. Bravo. Merci, Erim. Qu'est-ce que t'as pensé? Ouais, c'est marrant. Après, moi, perso, je me sens pas concerné par ce qu'il raconte, mais... Je sais pas si t'étais visé, de toute façon. mais Le truc des noms, mais ça c'est classique. Ah oui, bah oui. Ouais. Mais sur certains points, il n'a pas tort, tu vois. Et d'ailleurs, même nous, qui sommes les premiers à avoir fait la démarche de mélanger les sons du pays, ça nous dépasse. Tu vois ce que je veux dire, c'est
On a créé un monstre, en fait. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Après, on va pas mentir, hein, on en profite aujourd'hui. Hein. Tu sais, aujourd'hui, le réseau des chichas est devenu Non, mais très, c'est très important gros. pour les rappeurs, maintenant, Parce pour que- les tournées. bien Non, sûr. mais vraiment, il y a des artistes qui font plus de tournées. Complètement. C'est devenu tellement dur de remplir des salles de concert qu'aujourd'hui, les artistes, ils se reproduisent en chicha, hein, clairement. D'ailleurs, enfin, vous m'arrêtez si je me trompe, mais Jul, qui est le plus gros, hormis Maître Gims, il a jamais fait de grosses vrais salles. concerts, de grosses salles, il il fait fait des des clubs, chicha, quoi. Ouais. Des clubs. et Donc des ça chichas. prouve ce que tu viens de dire. Pour le coup, lui, je pense qu'il pourrait remplir des salles. Ouais. D'ailleurs, t'as pas parlé de PNL dans la chronique, c'est étonnant. Ouais, mais c'est parce qu'eux, ils sont à la fois algériens et corses, donc c'est pour se retrouver avec une bombe et un drapeau dans le cul, je me suis dit qu'il fallait éviter, quoi. Ah, mais c'est pas possible. Plus rien à dire sur le sujet, on peut changer. Ah, si, moi, j'avais vu dans une interview un truc qui était quand même génial, c'est que, je sais plus où, peut-être Marrakech, Ouais. mais je suis pas sûr, il y avait eu un nouvel an ou je sais pas quoi, il y avait 2 grosses boîtes, et il y en avait une qui avait Econ, et l'autre qui avait DJ Amida et LCK, et c'est celle-là qui a rempli le plus, en fait. Non, mais c'est énorme. Ça, c'est quand même vrai qu'on- génial. ouais. Et c'est des gens qu'on voit pas du tout dans les médias, mais c'est Ouais, bien, c'est vrai. c'est beau, magnifique. Ouais, 20 mais ans de carrière. Ça me rappelle un peu le réseau hispanique. Hein. Ouais, bah oui, bah c'est ce qu'il disait avec le C'est pas son reggaeton. street, hein. Bah, c'est le reggaeton, c'est ce Il y a qu'il un disait. vrai réseau parallèle. Bien sûr. Et comment on voit les rappeurs hispaniques? C'est ça que j'aimerais savoir. Tu comprends? Aux yeux du hip-hop US, comment ils perçoivent ça, tu vois? 20 ans de carrière, on le disait. Comment tu expliques cette longévité? Parce que c'est assez miraculeux dans le rap, 20 ans de carrière, quand même. Franchement, je sais pas, frère. Je sais pas. sais pas comment te dire, mais... T'as pas une recette? Non, j'ai pas de recette, mais j'essaye aussi de faire les bons choix, tu vois. J'essaie de faire les bons choix, j'essaie de faire ce que j'aime, avant tout. Et voilà, ça m'a amené ici. Hein. Tu vois, franchement, des fois on calcule, des fois on calcule pas, mais quand on rentre au studio derrière le micro, c'est le cœur qui parle. C'est la rage, c'est la haine. Donc ça par contre, Ça change pas. ouais, voilà. Tu parlais de faire des bons choix, est-ce que t'as un regret ou des regrets? Est-ce qu'il y a des fois où tu dis, là, j'ai déconné? Ouais, quelquefois, après, je vais le garder pour moi quand même. Mais t'as le droit de le faire. Il n'y a pas d'anecdote là. Mais- Il n'y a pas d'anecdote là. Ouais, non. Non. Je crois que tu voulais rebondir Ouais, sur par rapport le par rapport à la longévité, il y a quand même un truc, c'est que dans la Mafia Quinfri, je pense, entre Rof, Dry et toi, vous êtes quand même ceux qui avaient connu une évolution au niveau du flow, qui est assez impressionnante, parce que si on le prend au début, on va dire vers le milieu, et maintenant, ça, à chaque fois, c'est des gros changements. C'est des trucs que tu bosses, ou c'est des trucs, plus c'est les instrus qui changent et tu t'adaptes. Non, faut travailler parce que le rap il évolue rapidement hein, depuis plusieurs années. Et nous d'ailleurs, même dans les premiers trucs qu'on écoutait, on est passé de LA à New York, tu vois ce que je veux dire, d'un quartier à un autre des States, dans l'écoute. Et on a changé aussi nos flows et on s'est adapté, mais on a toujours suivi l'évolution du rap, quoi. Toujours. Ouais. Et ben, avec tout ce qui va avec, les musiques, les flows, ce qu'on raconte, tout quoi. Bah, c'est vrai que la mixtape, encore une fois qu'on a écouté, elle est très actuelle. D'ailleurs, dans les flows, c'est le rap d'Atlanta de maintenant, c'est ce qui t'inspire, c'est ce que t'écoutes aujourd'hui, j'imagine. Ouais, mais c'est du taf aussi. C'est là où j'en reviens à ce qu'il disait. C'est vraiment du boulot parce que mon dernier disque, il date de 3 ans quand même. Ouais. En 3 ans, la musique, elle a grave évolué. C'est clair. Même s'il y a 3 ans, j'étais actuel sur le son qui se faisait, fallait que je m'adapte à tout ce qui est arrivé. Trap, machin, etc. Chicago, truc, ça a explosé, tu vois, ça arrivait de partout. Donc, j'ai travaillé en studio. Les flows, l'écriture, les trucs, les machins, les musiques, les compositeurs. J'ai changé de compositeur, j'ai signé des nouveaux compositeurs. Je travaille avec d'autres gens. Je travaille aussi avec d'autres mecs de ma génération qui sont aussi Qui ont adaptés. évolué aussi, ouais. Ouais, des Wool Stars, des thérapies, Donc voilà. Est-ce qu'un nouvel album du 113, c'est envisageable? Ben, pour l'instant, non. Après, on discute. Tu vois, on discute et on se demande si c'est vraiment un album qu'il faut faire. Clairement. Parce qu'on a tout fait, frère. Quand je dis on a tout fait, je parle musicalement, on a fait ce qu'on avait envie de faire. Aujourd'hui, on s'est affirmé. Moi, j'aime ce que je fais musicalement. Mokobe, il fait autre chose. AP, il cherche un peu en ce moment. Il est en studio.
Donc de trouver un terrain d'entente artistique alors, pour faire encore un nouvel album, c'est quelque chose de très difficile. Et en même temps, 113, pour moi, c'est plus qu'un groupe de rap, tu vois, aujourd'hui. Et je me dis, est-ce que c'est vraiment un disque qu'il faut faire? Est-ce que c'est... Un film? Je sais pas. Comme NWA, on va voir un film sur 113. C'est un scoop, c'est le scoop du jour. Tu vois, je sais pas, est-ce que c'est pas... Il faut. C'est celui avec le téléphone qui nous dit ça. Ton avis n'est pas pris en compte à cause de ce que t'as fait. Ouais, donc quand il y a eu le film NWA, ouais, on parlait de 113, mais plus de Mafia qu'un Free. Ouais, Mafia qu'un Free, ouais. Plus, qui est une histoire encore plus large. Bien sûr. Et ouais, non, je sais pas, franchement... Qui pour jouer ton rôle? Pour jouer mon rôle? Non, Tahar Rahim, il est trop gentil. Il est trop gentil, Tahar Rahim. Parce qu'il y a quelqu'un qui soufflait Tahar Rahim dans le public. Ouais. En Cassel, mais avec la boule, faut voir la tête. La période de la haine. Ouais, c'est ça. Ouais, mais il est trop vieux maintenant pour jouer Rimka jeune. Ouais, ça c'est vrai. Ah, bien joué, gros. Ouais, faudrait trouver un jeune acteur, en fait. On le connaît pas encore. Ouais. Comme NWA, c'était pas connu. Que l'idée, ce serait pas de faire peut-être une tournée où vous jouez tous les morceaux de... Ça, c'est tellement sur Prince de la Carson, ville. en plus. Ouais, vraiment, Prince quand de je te la dis, ville. on a une réflexion autour de ça, c'est peut-être la scène, c'est peut-être, je sais pas, tu vois, mais en tout cas, refaire des albums et tout, tu vois, comme ça fait 4-5 ans qu'on n'a pas fait de disque, tu vois, sans manquer de respect aux anciens, mais j'ai vu IAM qui font encore des albums, tu vois, le délire, c'est... Ça t'a pas parlé? Ouais, ça nique un peu la super carrière qu'ils ont eue, tu vois, alors que est-ce qu'on arrivera à faire aussi bien aussi? Faut savoir se dire la vérité à un moment Surtout que donné, maintenant, tu en vois. plus, avec le temps, il y a... Les gens ne se souviennent que des bonnes choses. Enfin, 113, maintenant, c'est devenu un groupe culte et mythique, donc les gens retiennent que ça. Ouais, et donc, c'est ça. si vous faites un morceau un peu moins bien, on va vous tomber dessus, quoi. Ouais, bien sûr. Mais donc voilà, donc, je pense que il y aura encore une histoire. L'histoire de 113, elle est pas finie, mais après, Peut-être pas en CD, ou pas, ouais, je sais pas. On avait reçu Al Capote il y a quelques temps, qui nous avait dit quelque chose, qu'il avait besoin, lui, de fumer pour rapper. C'était obligatoire. Et c'est quand même un sujet très important chez toi. Tu parles beaucoup de fumer. Est-ce que tu en as besoin pour rapper, toi aussi? Pour créer? Ouais, clairement, ouais. Ouais, ça me libère l'esprit. T'as- Et surtout, ça m'empêche de penser à autre chose que le rap. Ouais, toi, ça te permet de te concentrer, en fait. Ouais, ça me permet de me concentrer. Tu vois, quand je fume, je suis canalisé sur ce que je fais. T'as déjà écrit à jeun? Je suis perché. Hein? T'as jamais écrit à jeun, alors? Ouais, si, j'ai écrit à jeun, mais C'est pas... ça colle avec les morceaux, justement, que Ah, je ouais. te cachais. Des regrets. C'est dans les regrets. Ok. Mais d'ailleurs, par rapport à ce thème-là et tout, par rapport à la weed, c'est un truc, je crois que la toute première fois que je t'avais entendu, c'était déjà en duo avec AP sur Cannabissimo, avec la Périspliff. 98? Ouais. C'est ça. Et en fait, après, de projet en projet, vous faites tout le temps comme une filiation, comme des suites à ce premier morceau, parce que Demain j'arrête, il y a toujours le gimmick de repris. Dans Big Fumé aussi. Ouais. Et à chaque fois, c'est toi et AP. Donc c'est c'est vraiment ça. genre la tradition. Ouais, c'est la tradition, c'est les premiers gens qu'on partageait ensemble, qu'on a fumé ensemble, et les premiers morceaux comme ceux-là qu'on a fait ensemble. Et c'est comme un pacte non avoué où je peux pas faire de morceaux sur la fume sans rapper, quoi. Tu vois. C'est ton compagnon, là-dessus. Là, Ah, vraiment. Je crois que c'est l'heure. Yerim, il avait fait une chronique. Il a aussi préparé un petit questionnaire. Ouais. Donc c'est l'heure de ton questionnaire, Yerim, Tout à fait. que tu as intitulé le questionnaire Système D. Ouais, parce que par rapport à Shit System et tout, le côté débrouillard, que t'avais aussi dans le guide du Loubar ou d'autres. Donc, Ce sera à chaque fois des questions en rapport avec ça, la débrouillardise, c'est ça? bah, c'est plutôt pour trouver la réponse, tu dois être débrouillard, en fait. Alors, imaginons que t'es forcé d'intégrer l'imam Chalgoumi dans un de tes clips. Lequel et quel rôle tu lui donnes? Ah ouais, ça, putain, c'est pas évident. Hein. Je sais pas si les gens le reconnaissent de dos. Ah, pas con. Ouais. Pas con. Pas con, ouais. Ouais, c'est de le mettre de dos comme ça, peut-être ça Ouais. pourrait passer, mais franchement, c'est. Mais lui, franchement, ce mec-là, il fait beaucoup de mal, tu vois, il fait vraiment beaucoup de mal à la communauté musulmane, parce que c'est ces mecs-là qui nous représentent. Franchement, on est mal barré, parce que déjà. En plus, c'est le porte-parole qui a été désigné par les médias, quoi. Aujourd'hui, c'est lui. C'est ça le pire. Et les questions en France aujourd'hui autour de la communauté musulmane et de l'islam, c'est tellement des choses complexes que d'envoyer un mec comme ça qui est, tu vois, qui est complètement perché. Ouais. Tu vois le délire.
qui a dit, je sais plus ce qu'il avait dit là, un truc. Il a dit, je le dis, je le redis. Ça m'avait marqué, tu vois. Ah ouais, c'est normal. C'est normal. Non, c'est vrai, avec des porte-paroles comme ça, t'as pas besoin d'ennemis. Alors, la Mafia Quinfri se reforme à une condition. Tu dois faire la première partie de Laurent Gérard, qui pour l'occasion refait son imitation du 113 de l'époque. Ah, quel bâtard celui-là. Qui le bâtard, lui ou Laurent Gérard? Ah, Laurent Gérard. Ah ouais, laisse tomber, ça c'était un mauvais souvenir. C'était un mauvais souvenir. Et c'est là que ça prouve que, voilà, quand les gens ils connaissent pas, ils ont plein d'a priori, ils sont là, ils parlent, ouais, machin, le rap. Et j'ai une anecdote par rapport à ça, y a rien sans rien, y a pas de fumée sans feu. Ce mec-là, s'il s'est mis à nous attaquer, c'est que le jour où on a gagné les révélations de l'année, aux Victoires de la musique, on était nominé en face de Linda Lemay, Qui était sa meuf à l'époque, je qui crois. était sa meuf à l'époque. Donc quand tu regardes, y a rien sans rien, en tout cas, tu vois. Il les avait là, tu vois. Ça aurait été encore mieux que quand vous avez célébré la victoire de la musique, que vous allez faire la fête avec Linda Lemay. Bah, ça, Là, ça il aurait vraiment été été délicieux. Ça aurait été parfait. Alors, t'es obligé d'écouter en boucle pendant 24 heures la fin du dernier couplet de Rof dans El Padré, ou à regarder pendant 24 heures des vines de Salomé Je t'aime. Tu choisis quoi? Ah, c'est compliqué comme question, ça. Ouais, les Wagner, elles font mal au crâne aussi, hein, mais... Ouais, ça, c'était une sorte de mini-clash que tu avais eu sur Twitter avec... je me dis mini-clash parce que bon... Mais en toute franchise, Oui, tu la connaissais pas, j'imagine. Tu avais C'est juste vrai, fait un tweet ouais, comme bah ça. C'est vrai, c'est par la suite qu'on m'avait dit ça, et puis j'ai pas trouvé bon de lui répondre. Je trouve que... Ouais, elle et à plein d'autres gens, d'ailleurs, que tu cites. Je trouve que l'ignorance, c'est une très belle réponse. C'est plus Tu vois. fort. Ouais, c'est plus fort. Tu vois. T'es pas dans les clashs, toi, globalement. Si demain un rappeur vient t'attaquer, t'aurais pas forcément Non. envie de lui répondre. Ouais, non. Non, c'est pas dans mes principes. C'est pas dans mes principes humains. Parce que j'estime que on peut se parler directement, sans message interposé. Tu vois. Des hommes, c'est ça. Comme ça qu'on Pour régler l'histoire. Ok. Ensuite, est-ce que quand Rich Homie s'est mis à danser devant toi avec son pantalon moulant et ses cheveux rouges, est-ce que tu t'es dit l'aile Ouais, j'étais un peu choqué quand j'ai vu ses cheveux rouges, je vais pas te mentir. mais justement, on apprend, tu vois, c'est la rap d'aujourd'hui, hein, qu'est-ce que tu veux, faut s'adapter, hein. C'est clair. T'as vu, j'ai un peu d'arthrose, moi, pour bouger bien et tout, mais j'ai essayé, j'ai truqué, mais vraiment, ce mec-là, il nous a vraiment pas pris de haut. C'est ça que j'ai vraiment kiffé, c'est que les mecs lui ont expliqué vraiment qui on était. Ouais. Et puis, il y a un mec qui était déjà venu en France avec, je crois que c'était Waka Flocka, D'accord. et qui lui expliquait, il disait, attention, ces mecs-là, ils vendent plus de disques que toi. Tu vois, Je délire, pense il que ça, disait ils respectent quoi qu'il arrive. Quand tu leur parles des chiffres de vente, c'est autorité avec Tu eux. vois, et les caries, quand tu leur parles comme ça, C'est clair. tu vois, ils comprennent vite. C'est clair. Ensuite, est-ce que t'as du shit? Faut arrêter de Non, mais mettre n'importe quoi sur, Ça va pas. Alors, l'Algérie, tu peux répondre, hein, ceci dit. L'Algérie devient championne du monde de foot à une condition, tu peux plus jamais fumer quoi que ce soit. Ça, c'est une vraie question, ça. Ben, si, je le ferais, mais par contre, je pourrais plus faire d'album de rap, quoi. C'est ça. Ah, c'est ça. Là, c'est ta retraite, quoi. Voilà. Ou des mauvais. Ouais, ou des mauvais des très albums. mauvais, ouais. Ah. Choix compliqué. D'ailleurs, puisqu'on parle de foot et de l'Algérie, on est obligé de te poser la question. Zidane, entraîneur du Real de Madrid, ça t'inspire quoi? Pour l'instant, c'est la meilleure nouvelle de 2016. Franchement, je suis fier de lui. C'est la fierté, c'est putain d'exemple pour nous tous. Et puis, j'ai eu la chance de le rencontrer et tout ce qu'on peut penser de lui, ça s'est confirmé, quoi. C'est un modèle d'humilité. Est-ce qu'il écoute 113 parce que dans Les Yeux dans les Bleus, on le voyait chanter Les Enfoirés? Pourquoi pas? Mais est-ce qu'il écoute 113? Est-ce qu'il connaissait ta musique ou Oui, il pas? connaît ma musique. Ouais, il forcément. connaît ma musique et d'ailleurs, on s'est retrouvés dans des ambiances un peu privées, familiales, où il y avait ma musique qui jouait et Ok. on a bien dansé. Malgré l'arthrose. Malgré l'arthrose. Dernière question. Quel conseil donnerais-tu à un jeune rappeur débutant? Aujourd'hui, c'est plus les jeunes rappeurs qui ont des conseils à nous donner à nous, hein, parce que avec l'arrivée d'Internet, tu vois, ils se servent d'Internet comme
beaucoup mieux que nous. Sachant qu'aujourd'hui, pour moi, c'est l'un des plus grosses plateformes où on peut être visible, quoi. Même plus que la télé, parce que le vrai public rap, il y a très peu d'émissions de télé sur lesquelles ils peuvent se retrouver ou avoir du rap. Donc ils sont quasiment que sur le net. Et je vois les petits aujourd'hui, comment ils communiquent, comment ils envoient et tout, et comment ils travaillent. Ils ont rien à nous envier, hein. Donc voilà, même d'ailleurs quand je vois le parcours de PNL, moi Demo, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, tu vois. Quand je vois son parcours, franchement, tu peux que les féliciter, et ils ont besoin de personne, tu vois. Clairement. La preuve. Tu vois. Donc, pas vraiment de conseils, si ce n'est d'être soi-même, quoi. Franchement, de jouer des rôles à un moment ou à un autre, ça va se retourner contre toi. Donc, voilà, si j'ai un conseil à donner aux jeunes rappeurs, voilà, c'est celui-là. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est un vrai plaisir de t'avoir. La Monster Tape, le 15 janvier. 15 janvier dans les bacs. 15 janvier. Merci beaucoup, Rimka. Merci à toi. Merci, Raphaël. Merci, Yerim. On se retrouve dans 2 semaines. Merci.